Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de mon expérience en tant que bénévole au championnat de France sur la semaine club, donc au Generali Open de France. Donc c'est parti, on y va. Je vous ai mis une petite boîte à questions sur mon Instagram où vous avez répondu et donc je vais donc répondre à toutes vos questions. Je vais également rajouter des choses si vous n'avez pas posé des questions et que moi j'ai envie de vous partager ces choses. Et puis en même temps, vu que j'ai quand même un petit peu de vidéos, je vous mettrai des petits moments de vlog, de vidéos dans cette petite vidéo donc FAQ. Tout au long de la vidéo, je vais vous mettre des petits extraits de reprises que des cavalières m'ont envoyé gentiment afin de dynamiser un petit peu la vidéo. Donc bah écoutez, on commence. Donc j'ai mon petit téléphone pour les questions. Donc la question numéro 1, c'est comment j'ai été prise. Donc moi j'ai postulé, moi je suis abonnée à la page Facebook des championnats de France, donc du Generali Open de France. Et donc là ils ont mis une publication où on pouvait directement postuler via un lien qu'ils avaient mis, c'est donc un Google Doc. Et donc j'ai postulé via ce lien. Après je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu des mails de la part de la FFE. Question numéro 2, est-ce qu'on est rémunéré? Alors oui, même si on a le statut de bénévole, on est rémunéré. Donc on a 30 € par jour travaillé et on est logé et nourri. Donc nourri, on a le repas du midi, du soir et le petit déjeuner. Et pour ce qui est du logement, soit on est en dortoir, soit en tente. Voilà. Et moi donc j'étais en tente. 3. Quelle est la journée type? Alors, toutes les journées, comme je disais, se ressemblent. Donc, la journée type, c'est on se lève, on déjeune. Après à 8h30, enfin en fonction de nos pistes, mais grosso modo, pour ma part, à 8h30, je devais être devant ma piste. On me donnait ce que j'avais à faire. Je faisais ma journée, je mangeais à midi. Et après, ça dépendait, soit 17h, soit 19h, je terminais. J'allais manger et puis j'allais me coucher. Après, du coup, hors temps de travail, on pouvait aller faire ce qu'on voulait. Mais dans notre temps de travail, on devait être à notre poste. Donc en fonction d'où on était, les horaires pouvaient bouger. Mais en grosso modo, voilà, c'était du 8h, 18h, en grosso modo, pour tout le monde. Est-ce qu'on peut choisir nos disciplines? Alors, oui et non. Sur le Google Doc, où du coup moi j'ai postulé, on pouvait mettre ce qu'on voulait, si on était à l'accueil, remise des prix, ou sur les pistes. Et si c'est sur les pistes, sur quelle discipline? Donc moi j'avais demandé le CSO, le complet, le hunter et le dressage. Et donc moi j'ai été positionnée sur le dressage. Donc il faut savoir que si on a une piste, on y est sur les 10 jours championnat. On peut négocier dès le premier jour. Moi je suis arrivée le vendredi 18 juillet. Les épreuves commençaient le samedi 19, donc le vendredi 18, c'est un peu l'arrivée, on s'installait. Et à ce moment-là, on pouvait négocier. Si on trouvait une personne avec qui échanger, on pouvait échanger. Mais à partir du samedi, rien ne pouvait changer. Et on était sur les 10 jours sur la même discipline. Sauf les disciplines où il y a très peu d'épreuves. Le tir à l'arc, l'endurance, le rad and bike, c'est le rad and bike. Ce genre d'épreuves où il n'y a pas des épreuves toute la semaine, eux peuvent un petit peu bouger. Mais sur les disciplines, on va dire phares, donc le saut, le hunter, le dressage, où il y en a vraiment toute la semaine, on reste du jour sur cette discipline. Du coup, je vais rester donc sur le dressage, parce que du coup, moi j'étais donc sur le dressage, sur la carrière 19, et donc un petit peu vous mettre ce qui m'a surprise et ce que je faisais un peu là-dedans. La 19, vous savez, c'est la grande carrière, généralement il y a du saut là-dedans, c'est la grande carrière qui est en face du Beuvron, vraiment en face du Beuvron, la grande carrière. Donc là, pour vous dire, il y a donc 6 carrières de dressage, la détente du coup de 6 carrières de dressage, et il y avait une détente de saut, parce qu'il y avait les gens qui détendaient en saut, passaient sur d'autres carrières à côté, mais du coup la carrière était bien prise. Du coup moi j'étais secrétaire, donc j'étais dans la petite cabine du jury, les juges jugeaient, et moi j'étais la petite main qui faisait mes pages d'écriture et qui écrivait tout ce que le juge disait. Donc j'ai fait ça pendant les 10 jours, du coup j'étais donc sur la piste 19. Après ce qu'il faut savoir, sur la piste 19, il y avait 6 carrés différents. Moi j'étais désignée pour être sur le carré 19B, mais j'ai pu tourner en fait sur nos. Du coup, vu que j'avais 6 pistes et qu'on était une quinzaine de bénévoles, on pouvait facilement tourner entre nous. Le matin, on disait où est-ce que tu veux aller, et on disait où on voulait aller. Après, c'est la journée sur la même carrière, mais en soi, moi j'ai eu la chance d'être sur le 19, d'être sur le dressage avec pas mal de carrières, et donc je pouvais pas mal tourner, et donc je pouvais un peu choisir. Je fais de la Grand Prix, de la Libre, de la Club 3, de la Club Elite. Ça, c'est que ça se passait en tout cas sur la 19. Du coup, donc pour le dressage, je vais dire un petit peu moi ce qui m'a surprise sur ces 10 jours. Alors la première chose qui m'a surprise de fou, c'est qu'il faut savoir que quand on fait du dressage, on passe d'abord par le chef de paddock qui vérifie le mort, la muserolle, les éperons, la longueur du stick, etc. On fait nos désotes et après on
on part sur le carré. Et nous, en tant que juge, enfin en tant que nous de la cabine, on voyait beaucoup de personnes qui venaient avec des défauts d'harnachement. Donc il y a beaucoup de personnes qui arrivaient avec des défauts d'harnachement et je trouve ça un peu dommage parce que pour beaucoup sont pris 5% de pénalité alors qu'il y a quand même un chef de paddock qui était censé être là et vérifier. Ce qui revenait le plus souvent, c'était le problème de fourche quand on monte en GOG. Là c'est tout nouveau depuis janvier 2025. Il faut monter en GOG avec une fourche quand on a un GOG fixe. Et beaucoup de personnes avaient un défaut de fourche et donc ils ont eu 5% de pénalité. Et donc ma question était pourquoi ils ont fait, comment ils ont fait pour arriver devant nous avec ce défaut-là alors qu'ils sont censés passer devant le chef de paddock et avoir toute une saison où ils ont dû monter avec une fourche. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise de voilà, pourquoi ces gens arrivent ici avec ce défaut-là. Après là où du coup après donc ça reste du dressage donc c'est très subjectif et effectivement c'est subjectif. Les juges avaient beau me dire mais non, on juge tous pareil. Non, ce n'est pas vrai. J'ai pu l'attester. Vous ne jugez pas pareil. Et voilà, il y a des personnes qui ont plus ou moins de chance. Quand on le voyait directement, quand les cavaliers venaient se présenter et dire bonjour au juge, si on voyait à ce moment-là, on le signalait. Et donc soit le cavalier avait deux solutions, soit il enlevait son GOG et partait sans GOG, soit il acceptait de partir avec son GOG, mais il avait ses 5% de pénalité. Donc très souvent les gens enlevaient leur GOG. Ou soit malheureusement on le voyait qu'une fois que c'était leur reprise, donc à la fin de leur reprise, on les sonnait, on les appelait, et s'ils avaient effectivement des fautes d'harnachement, et on enlevait 5 points de pénalité. Donc voilà, quelque chose d'assez pas cool, en fonction de si on le voyait ou pas, et à quel moment on le voyait, les 5 points pouvaient être mis. Donc voilà, quelque chose qui m'a un petit peu aussi dérangé et choqué dans la manière du coup de comment c'était pris en charge, tout ça. Ensuite, autre chose qui m'a un petit peu interrogée, c'est vraiment les juges qui ne prennent pas du tout en considération le climat et où les perturbations extérieures. Voilà, nous, à la mode club, il a plu quasi tous les jours. On a eu des vrais orages. Et il y a des juges qui étaient plus ou moins cool quand le cheval avait la pluie en pleine tête et qu'on voyait que le cheval était malheureusement un petit peu peiné et un petit peu embêté par la pluie. Il y a des juges qui disaient j'en ai pas rien à faire mais un petit peu et donc je vais quand même noter comme s'il n'y avait rien et je prends pas en compte qu'il y a de la pluie qui tombe sur le cheval de manière une forte pluie, et d'autres qui étaient un peu plus conscients qui voilà, on voit qu'il se décale parce qu'il y a la pluie, je prends pas forcément en compte qu'il s'est un peu décalé à l'arrêt par exemple. Donc voilà, encore une fois les juges jugeaient un peu, chacun juge à sa façon et donc il manque de, la subjectivité est là. Donc voilà, du coup, l'élément extérieur pouvait venir jouer sur les résultats des cavaliers et les juges prenaient ou non dans leurs notes cet aspect-là. Et moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu déçu parce que voilà, ça reste, oui, aucun sport extérieur, mais ça reste aussi de l'humain. Et pour moi, pénaliser les chevaux qui avaient de la pluie en pleine tête et qui n'étaient pas très conciliants, je trouve ça un petit peu trop méchant. Mais bon, voilà, moi je mettais les notes, donc j'ai pas trop mon mot à dire. Ensuite, j'ai eu du coup le fameux sur les RLM, les cordelettes. Voilà, j'ai eu une cordelette sur de la club élite RLM, donc libre. Avec les juges, on en parlait à midi. Et bim, l'après-midi, on a une fille qui vient en cordelette. Et ce qui est ressorti, c'est compliqué de juger des personnes en cordelette parce que tout ce qui va être contact, mis sur la main, rondeur, etc., c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, moi, la juge qui était avec moi, elle était en mode dépitée, genre comment je vais juger ça. Donc elle m'a dit, je vais déjà pas employer les termes contact, mis sur la main, etc. Parce qu'elle dit, là c'est compliqué, donc je vais pas les employer ces termes-là. Et donc elle a essayé de juger comme elle a pu, mais je pense que c'est quelque chose qui est entendable que les cavaliers veulent faire la cordelette, mais aussi entendable du point de vue des juges comment on juge ces chevaux-là qui n'ont pas de contact, et du coup, voilà, c'est compliqué. Donc je fais un gros travail à faire là-dessus. En tout cas, voilà pour la cordelette. Ensuite, autre chose qui m'a qui m'a interrogée et qui m'interroge toujours, c'est qu'il y a des juges, que ce soit de la club 3 ou de la club élite, ils notent les chevaux et les cavaliers de la même façon. Et moi là, je suis pas forcément ok là-dessus. Un cheval de club 3 peut pas sortir les mêmes allures et la même position qu'un cheval de club élite
parce que le cavalier n'a pas les mêmes compétences. Et du coup, pas saquer, mais mettre des mauvaises notes à un cheval de club 3 parce qu'il est pas rond, parce qu'il manque de ci. Moi, je trouve ça un peu méchant, mais du coup, ce que j'ai retenu vraiment, c'est si t'as pas de rondeur, si t'as pas d'activité, tu ne dépasseras pas les 6. Voilà. Soit en club 3 ou en club élite, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on est en club 3 qu'ils vont être beaucoup plus gentils, pas du tout. Ils veulent de la rondeur et de l'activité. Et si t'as pas assez de choses, t'auras pas plus de 6. Voilà. Moi, je pensais que bon, club 3 serait quand même un peu plus gentil et un peu plus compréhensif dans le fait que le cheval soit pas rond aux 3 allures et que la stabilité, etc. Pas du tout. Ils veulent quand même des chevaux ronds et avec de l'activité. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné, qui me questionne toujours aujourd'hui de si on fait de la club 3, c'est parce qu'on n'a pas le niveau d'aller faire des clubs élites. Et donc, forcément, nos chevaux ne peuvent pas être. Peuvent pas être aussi beaux qu'un cheval de club élite. Ensuite, autre chose moi, qui me questionne encore aujourd'hui, enfin qui m'a surprise et qui me questionne, c'est donc encore cette histoire de rondeur, de cheval bien mis sur la main, etc. Il y avait des chevaux dont, en fonction des niveaux d'épreuve, le fait de monter en bride, en gogue ou en filet simple, ça peut être bonifié ou pas, ou autorisé ou pas. Et notamment, alors il y a deux choses, notamment en club 2, quand on sort en filet simple, normalement on a plus de pourcentage à la fin de notre protocole, quoi qu'il arrive. Et là, il y a une nouveauté cette année, on a les plus de que si on a un pourcentage supérieur à 67%. Je ne comprends pas trop ça, j'ai essayé d'en discuter avec les juges et même eux n'ont pas trop su me répondre parce que pour moi, ça incite pas les gens à monter en filet simple parce que si tu montes en filet, tu te mets un peu plus en difficulté. Et si en plus il faut arriver à atteindre les 67% pour avoir tes plus 2, où est l'avantage? Donc du coup on a quand même beaucoup de personnes en GOG, donc je trouve ça dommage. Et encore une fois, par rapport au GOG, filet simple et bride, que tu sois en petit mort de bébé tout gentil mais que ton cheval soit un petit peu ouvert, tu auras des moins bonnes notes qu'un cheval en bride aussi. Ça me questionne beaucoup. On parle maintenant du bien-être animal, etc. J'entends que c'est une compétition, j'entends que c'est des chevaux de dressage et qu'on est censé présenter des chevaux dans une bonne attitude, etc. Mais pour moi, ça va un peu à... c'est pas le bon message à envoyer de... On préfère voir un cheval en bride qu'un cheval en gogue ou en filet simple parce que, on n'a pas le même résultat. Et donc, moi, je trouve ça dommage et j'ai pu un petit peu en discuter avec les juges. Certains sont fermés, d'autres un peu moins, mais la réalité est que oui, un cheval en bride est mieux noté qu'un cheval en filet simple ou en gogue si le cheval filet simple ou en gogue a des moments d'instabilité, etc. Si le cheval en gogue est stable et en bonne attitude, il n'y a pas de souci. Mais l'avoir d'un tel harnachement peut provoquer des petites des irrégularités, des manques, de l'instabilité et donc des notes qui peuvent être un petit peu plus basses. Donc moi je trouve ça très dommage, mais c'est encore aujourd'hui la réalité, ce qui se passe sur les championnats clubs en dressage sur les championnats de France. Voilà. Et donc, si les chevaux sont enfermés, un cheval enfermé sera mine de rien mieux noté qu'un cheval instable. En fait, dès qu'il y a un petit peu d'instabilité, tout de suite 6, 6,5, alors qu'un cheval enfermé, on va pouvoir mettre il va peut-être pas avoir 7, mais pas du 6,5, mais ça ne sera pas vu pareil et ça va plus les titiller qu'ils soient en instabilité qu'enfermés, de ce que j'ai pu moi remarquer en tant que secrétaire. Donc du coup voilà, je trouve qu'on n'est pas sur la bonne démarche, qu'on a encore du progrès à faire par rapport à ça, mais en tout cas j'étais très déçue de voir des chevaux en bride mieux notés que des chevaux avec des petits morts de bébé et que effectivement le cheval n'est pas de A à Z bien en place parce qu'il y a de l'instabilité, du coup il est moins bien noté. J'entends le côté de oui mais là tu vois bien ton cercle, il bouge la tête, il est pas stable. Oui j'entends, mais il est en mort de bébé, il est en mort simple. Pour moi cette prise de risque devait être valorisée, chose qui n'est pas du tout. Après je pense que c'est des parties pris à prendre et voilà, moi je trouve ça dommage qu'on en est là aujourd'hui, surtout sur des épreuves club où pour moi on a quand même on devrait quand même privilégier le bien-être animal que la performance telle qu'on peut l'entendre. Aussi quelque chose qui m'a beaucoup surprise, alors normalement les juges ne sont pas censés se mettre en lien et concerter entre eux parce qu'ils sont censés juger chacun leur côté, parce que du coup il y a 2 juges par piste et en fait quand il y a des mauvaises notes à mettre, ils s'appellent et ils se concertent et ils disent qu'est-ce qu'on fait pas,
Voilà. Et du coup, ils vont s'appeler assez régulièrement quand même pour voir un peu ce qu'ils font. Alors des fois, c'est plutôt bien parce qu'ils se concertent et ils disent, bah du coup là, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu me conseilles? Mais d'autres fois, je trouvais ça un peu dommage parce que les notes peuvent être revues à la baisse. Alors que moi, j'estime que si tu as mis une bonne note, même si ton collègue a mis une mauvaise note, pas forcément le suivre. Et autre chose, pour les personnes qui font des RLM, il faut savoir, les RLM, si je peux vous donner un conseil, c'est mettez des trucs où ça bouge. Vraiment, moi, pareil, je vous dis ça, mais moi, j'ai toutes mes RLM, c'était du, comment ça s'appelle, Lac des Cygnes. Donc, truc un peu, voilà, un peu plan-plan, un peu redondant. Je pense que les juges devaient beaucoup me haïr quand je passais parce qu'ils aiment pas, enfin, ils aiment pas du tout. C'est pas qu'ils aiment pas, mais c'est qu'on voit beaucoup de RLM à la journée. Et du coup, en fait, il faut accrocher le juge. Et du coup, vraiment, la musique, ça compte de fou. Être en même temps sur sa musique, ça compte énormément. Franchement, ils prennent vraiment ça en compte et vraiment au sérieux. Hein. C'est quelque chose, il faut pas toucher à la musique. On n'est pas sur la musique au changement d'allure, ça va pas. Si la musique, pareil, il y a des temps. Le pas, c'est une allure à 4 temps, donc il faut une musique à 4 temps. Ils sont vraiment très, très rigides par rapport à ça. Donc petit conseil, voilà, adaptez bien vos musiques aux allures de vos chevaux. Mettez des musiques qui bougent et faites une reprise qui sort de l'ordinaire. Utilisez les lignes du quart, les lignes de 3/4. Surprenez les juges, mais vraiment, parce que ça peut vraiment faire la différence. Donc voilà, petit conseil, c'est vraiment des choses qui prennent vraiment à cœur. Je pensais pas autant, donc voilà, je vous donne l'info. Voilà, si vous devez écrire une RLM, prenez ça en compte. Et autre petite précision pour les RLM, donc pendant les 5 minutes, 6 minutes de RLM, il faut faire du coup les éléments demandés et puis d'autres éléments pour un petit peu combler. Ce que les juges n'aiment absolument pas, c'est quand on va faire des éléments d'un niveau supérieur. Et le pire, c'est si le mouvement est mal exécuté. Il y avait une fille, elle faisait des changements de pied tous les 2 temps, mais son cheval changeait de pied en 2 temps, donc du coup tous les 3 temps. Et ça a vraiment, vraiment été mal perçu. Donc voilà, sur les RLM, restez basique, restez sur des éléments qui sont sur votre niveau d'épreuve et n'allez pas faire des éléments plus hauts parce que c'est pas très bien pris. Voilà. Est-ce que c'est une bonne expérience? Alors moi personnellement j'ai adoré. J'avais un petit peu peur parce que du coup j'ai 30 ans, je me dis voilà je vais retrouver qu'avec des jeunes etc. Alors pas du tout, il y a vraiment des personnes de tout âge. Alors oui, il y a une majorité de jeunes, genre entre 18 et 25 ans, mais il y a vraiment des personnes de tout âge, de tout horizon. Et donc c'est super, moi j'ai vraiment adoré. Également j'ai eu la chance du coup d'être derrière un peu le rideau, un peu dans les backstage. Et donc c'est super intéressant. Moi j'ai adoré passer 10 jours au dressage. Je me suis pas ennuyée une seule seconde parce que déjà d'une on écrit beaucoup, donc le temps passe vite. Et puis c'est très intéressant parce que les juges sont relativement gentils et du coup nous expliquent vachement pourquoi ils mettent telle note. On peut facilement les questionner, là pourquoi tu mets ça. Ils vont facilement nous montrer, nous dire tiens regarde-le comme il se déplace, là on voit bien ça. Voilà, c'est vraiment beaucoup de théorie que j'ai fait pendant ces 10 jours et c'est très très intéressant. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc si vous êtes à le faire, franchement allez-y, c'est une expérience comme une autre et franchement ça a vraiment été une très très bonne expérience. Et donc je pense la réitérer l'année prochaine. Si je ne vais pas en tant que participante, je pense que j'essaierai en tant que bénévole parce que c'est vraiment une très très bonne expérience et des gens très gentils. Franchement, je vous recommande à 100% d'être bénévole au championnat. C'est vraiment une très belle expérience. Comment est l'ambiance entre les bénévoles? Franchement, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne cohésion. On s'entendait tous très bien. Il y a vraiment une bonne ambiance. Moi j'ai un peu ce souvenir où du coup au camping il y avait deux bornes du coup électriques. Et du coup tous les soirs on était assis aux bornes, chacun en train de charger son téléphone. Et du coup on passait des heures à parler, à faire des jeux. Donc c'est vraiment un peu camp de vacances, un peu colonie. Je sais pas si vous avez fait des colonies, vous avez vécu ça, mais c'est un peu ça que j'ai retrouvé. Un peu sous quand on est tous dans le même bateau, on vit tous la même chose. Et donc vraiment trop bien. Et c'était plutôt sympa, il y a vraiment une bonne cohésion, que ce soit au camping, que ce soit au moment des déjeuners ou des repas, il y avait aussi une bonne ambiance. Moi, du coup, j'étais au 19, sur la carte 19, on n'était pas une quinzaine de bénévoles, et il y avait une bonne ambiance entre nous. Donc, c'était vraiment une super expérience, sauf d'un point de vue juste humain, j'ai fait des belles rencontres. Voilà, il n'y a pas eu. Alors, bien sûr, on était, je crois, 150 bénévoles, donc forcément, il peut y avoir toujours un peu des histoires, des machins.
Mais moi perso, j'en ai pas eu, j'ai pu en voir, mais ça reste à la marge. Et si on est quelqu'un qui s'adapte et qui sont plutôt good vibes, ça peut que bien se passer en tout cas. Donc franchement, une très très bonne ambiance entre les bénévoles. Ensuite, je vais vous dire des petites anecdotes, comme il m'est arrivé des petites dingueries. Donc j'ai envie de vous les partager. Alors la première anecdote, c'est une fille, elle était en RLM. On voit le cheval pas facile. On voit que la pauvre fille, elle subit un peu sa reprise. Bon, elle fait sa reprise, voilà. Et là, sa jugulaire s'ouvre. Et là, obligé de la sonner. Donc on la sonne. Madame, excusez-nous, votre jugulaire s'est ouverte. On va vous demander de la refermer et de recommencer votre reprise. Et là, on voit sa tête de la fille en mode, oh non, elle n'avait pas le goût de commencer. On sentait qu'elle passait pas la meilleure, c'était pas le meilleur moment de sa journée, ni de sa vie, je pense. Elle subissait totalement sa reprise. Et donc, elle a dû recommencer, du coup, parce qu'il y a la musique. Ils ont été obligés de la faire recommencer pour qu'elle puisse se recoller sur sa musique, enfin se recaler sur sa musique. Donc, voilà, du coup, une jugulaire qui s'ouvre en pleine reprise. Voilà, petite dinguerie. Ensuite, d'autres dingueries qu'on a eues. Plein de personnes rentraient dans le carré et commençaient la reprise sans qu'on les ait sonné. Donc, ça aussi, c'est assez questionnant. Ils sont censés avoir fait comme une saison de concours. Et ils n'attendaient pas d'être sonnés pour commencer la reprise. Alors, j'entends, il y a 6 carrés à côté. Ils ont pu entendre la sonnette d'à côté. Ça pouvait arriver effectivement. Après tous ceux qui ont fait ça, aucun n'ont été pénalisés. Juste on disait merci de ressortir et attendez qu'on vous sonne. Mais voilà, quand même c'est questionnant qu'il y en ait autant qui fassent cette erreur. Et pour beaucoup, c'était pas je pensais avoir entendu sonner. C'est comment ça, je commence pas. Enfin, comme si dans leur concours qui est de toute l'année, il n'y avait pas à sonner. Bref, on en a eu quand même pas mal sur la semaine, donc pareil que ça interroge. Ensuite, un autre monsieur pour la pluie. Ce pauvre monsieur, il passe une pluie battante. Mais une pluie battante. Et donc il arrive, on voit qu'il est au bout de sa vie, on voit que sur le bout de sa vie, tout le bout de sa vie, il part. La reprise, elle est vraiment pas ouf. On voit le cheval, il est en mode, je veux pas être là. Pourquoi tu me fais faire ça? Je veux être chez moi, je veux être dans mon box, je veux pas être là. Mais bon, il fait sa reprise, donc bien évidemment, nous on note et malheureusement, les juges pas très cool, ils mettent des mauvaises notes. Donc voilà, du coup, tu mets tes mauvaises notes, tu mets tes commentaires, voilà, désordre, voilà, bon, le cheval n'est pas content. Et on a un appel général qui dit que le concours va être arrêté pour au moins 15 minutes. Donc il faut arrêter sur le champ tous les participants. Donc on sonne le monsieur, on dit voilà monsieur, excusez-nous, on est l'obligation de vous arrêter. C'est une directive du président de la fédération. Tout le concours est arrêté. Donc on vous invite à sortir du carré. Et donc mon choix, pourquoi? On m'explique que si c'est là, parce que du coup il y a des éclairs, donc si la foudre tombe, et que le cheval ne se prend pas à foudre. Et je dis oui, mais bon, qu'il soit sur le carré ou dans le paddock, le cheval, s'il doit prendre la foudre, il prend la foudre. Mais bon, soit. Le concours est arrêté, la pluie cesse, donc on le refait revenir. On lui dit par contre, vous recommencez votre reprise, mais on reprendra la notation que là où vous êtes arrêté. Et il devait rester 5 éléments à noter. Donc il dit, si je recommence, pourquoi vous renotez pas tout? Ce que je comprenais, et ce que j'aurais aimé pour lui. Bon, malheureusement, c'était pas la directive. Donc on l'a fait recommencer. Donc il a refait une reprise beaucoup plus jolie. Donc on était là, on regardait. Il dit, c'est dommage. Et on regardait. Et du coup, on a dû recommencer à noter qu'à la fin, pour les 5 derniers éléments, où du coup, il a eu des meilleures notes. Mais malheureusement, son championnat était totalement foiré. Parce que son 3 quarts de reprise était éclaté au sol. Donc voilà, petite anecdote aussi, pas cool pour ce monsieur. Pareil, une dame qui fait sa reprise. Un cheval très plan-plan. Pour lui, il fait sa reprise propre et tout, il n'y a pas de souci. Et là, donc, elle fait cercle, diagonale. Et sur la diagonale, le cheval, il fait demi-tour, il part, enfin vraiment, il pète un câble. Donc tout le monde se dit, qu'est-ce qui lui arrive? Et en fait, là, on voit un cheval arriver au plein galop, les étriers qui volent, personne dessus, et il passe devant nous. Donc, il a dû voir, lui, le cheval, bien avant nous, donc il a eu peur. Et du coup, là, pour le coup, les juges très gentils ont dit, madame, on comprend pourquoi votre cheval a fait ça sur sa diagonale. On vous propose de refaire votre cercle et de repartir sur la diagonale et on va vous renoter votre diagonale pour pas vous pénaliser. Donc c'est là où je disais, où les juges, au bon vouloir de qui est en juge, peuvent ou non
proposer ce genre d'alternative. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait pu dire bah non, vous reprenez après votre diagonale, et votre diagonale, on aurait mis 4 désordres. Et là, du coup, cette brave dame a pu repartir sur sa diagonale. Elle a eu un joli petit 7 parce que son cheval s'était calmé et qu'il n'y avait plus de danger. Et donc, elle a pu repartir comme si de rien n'était. Donc là encore, on voit bien la subjectivité et où est l'humain qui est derrière et qui peut influencer beaucoup les protocoles. Voilà. Aussi, ce qu'il faut savoir en dressage, je ne savais pas, en fait, on commence à 10 et on perd des points pour arriver à la note finale. Et donc, du coup, quand tu as 10, c'est parfait. Quand tu as 0, c'est que l'élément n'est pas exécuté. Et donc, du coup, on mettait quand même très peu de 1, 2 ou 3. On pouvait mettre 4 pour des ordres et après 3, 2, 1, on en mettait très peu. Et moi, j'ai donc une juge qui me dit 1. Donc, je dis 1, elle me dit oui. Donc, je mets 1. Parce qu'en fait, alors, pour ceux qui connaissent, je vais essayer d'expliquer, c'est sur une reprise de CCE. Oui, sur la club 1 CCE. Donc, c'est des galops sur toute la longueur, demi-cercle. Après, on finit en diagonale, donc du coup, on change de main. Donc, du coup, tu as au galop un faux et tu dois galoper un faux sur la fin de la longueur. Voilà. Ça, c'est donc toute la. Ça doit faire, je crois, 2-3 figures. Bref. Donc, c'est un peu la figure à faire. Et le brave cavalier, il fait sa longueur au galop, son demi-cercle au galop, son cheval repasse au trot dans le demi-cercle. Donc, au trot, il rejoint sa piste et il fait au trot le bout de piste qui continue. Sauf que du coup, on n'a pas et le galop à faux et la transition galop-trot. Donc, il n'y a pas de figure d'exécuter. Donc, elle me dit 1 pour le galop à faux et elle me dit 1 et au trot. Enfin, voilà, on ne peut pas noter le galop à faux qui est ce qui est demandé là. Donc, elle met un 1 et là, il y a le chef des juges qui vient. Il ne faut pas mettre 2-1, on ne met pas 2-1. Elle dit il n'a pas fait la figure. Il devait être au galop, il est au trot. Oui, mais il est au trot, il a bien fait le bon tracé. Elle dit super, il a fait le tracé, il a suivi la piste. Enfin, non, mais pas 2. Donc elle l'a monté à 3. Donc là, du coup, première incompréhension. Et donc, comme quoi, ces fameuses notes, c'est compliqué. Chacun a aussi sa lecture de ce fameux panel de 0 à 10. Et là où ça m'a surpris, c'est que moi, j'ai mis d'autres 1 pour exactement ce même genre d'incident où le cavalier fait la bonne figure, mais pas la bonne allure. Et là, j'ai mis 1, et là, j'ai pas eu de problème. Donc, encore une fois, on voit bien qu'il y a un problème de lecture de grille, de comment on utilise cette grille, et qui va mettre les notes, et si elle va arriver à argumenter ou pas. Mais en tout cas, moi, j'ai eu ce cavalier-là, qui a du coup eu 3 le 2-1, même si j'ai mis d'autres 1 sur le long de ma semaine. Il faut savoir que le juge en C est le chef est supérieur que le juge qui est en M ou en K, ça dépend. Du coup, le juge en C est responsable en fait de l'épreuve qui se déroule. Donc, si le juge en C dit si tu mets 3, et le juge en M est obligé de se soumettre, en fait, de suivre le juge en C. Voilà. Mais là, du coup, il y a carrément le chef qui est venu. Donc voilà, du coup, encore une fois, la subjectivité humaine fait que. Alors, moi, j'ai pas eu ça, mais apparemment, la semaine poney, il y a des personnes qui ne savaient pas qu'il y avait une RLM, qui est donc une deuxième manche à l'épreuve dressage. Donc, ils venaient faire leur grand prix le premier jour. Comment ça, demain, il y a une autre manche? Comment ça, il faut de la musique? Et comment ça, il faut créer une reprise? Et donc, du coup, ce qu'ils se sont mis d'accord, parce que, quand même, les gamins, du coup, c'est du poney, donc forcément, c'est que des gamins moins de 18 ans. Et souvent, c'était des petits qui arrivaient ça. Et donc, ils se disaient, du coup, souvent, les gamins refaisaient une Grand Prix, ils faisaient le même tracé, sans musique. Donc, c'était des non notés parce que, normalement, en RLM, t'es pas censé refaire le tracé de la Grand Prix. Donc, du coup, c'est juste histoire de faire partir les gamins et qui sont pas lésés, qui puissent représenter une deuxième reprise. Mais il y a plusieurs cas, la semaine poney, où des gens ne savaient pas qu'il fallait une RLM pour une manche 2, qu'il y avait 2 manches, une RLM pour le championnat de France dressage. Donc voilà, je vais finir cette vidéo ici. J'étais très contente de ces 10 jours. Et un grand merci aux filles qui m'envoient leurs vidéos pour dynamiser la FAQ. Bravo. Yes. Juju!
J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. Je répondrai. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!